Chers amis, bonjour et bienvenue aujourd'hui dans l'Est de l'Ukraine. Je suis avec l'unité Burevy, qui est en fait la première brigade présidentielle qui appartient à la garde nationale ukrainienne. Et derrière moi, vous le reconnaissez, c'est un T-64 BV. Le T-64, c'est un char évidemment qui remonte aux années 60 comme son nom l'indique, sauf que BV, ça veut dire qu'il a été modernisé. Il a été proposé à la vente dans les années 2000, vous savez que l'Ukraine a exporté énormément de chars, par exemple le Pakistan a acheté ces chars, derrière ils ont assuré la maintenance, la Thaïlande avait acheté cette version du char, la version modernisée, parce que le Pakistan avait acheté des T-80, mais tout ça pour vous dire qu'ils ont une réelle industrie nationale locale. Ce char, il a été livré il y a seulement un an, c'est qu'il continue la production sur place. On va faire un petit tour parce qu'il a quelques particularités par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, c'est un canon de 125 mm. Canon de 125 mm avec une portée qui va être de 10 à 12 km quand ils font du tir façon artillerie. Et quand on est en tir tendu, on va être à 2 km de distance. Il a eu plein de modernisations comme vous pouvez le voir. D'abord, on a ce qu'on appelle les contacts, donc c'est ERA. Pour faire simple, c'est un système qui va contre-exploser. Quand vous avez un RPG qui va arriver dessus, vous avez une sorte d'explosif qui est à l'intérieur qui va permettre de protéger le char plutôt que de simplement encaisser le choc. Avec quand même un retour d'expérience, c'est que ça fait pas mal de shrapnel. Donc si vous avez des gens qui sont autour, ça peut quand même blesser les soldats qui sont alentour. Donc il y a une sorte de travail aujourd'hui, de réflexion autour de ce système pour savoir si c'est ce qu'il y a de mieux, notamment quand on en a, il ne faut pas forcément que les troupes restent très très proches du char. Autour du char, vous avez ici le pilote qui est ici, le mécanicien pilote qui va se trouver là-dedans. Ce qui est intéressant ici, c'est que chacun a sa sortie. Donc ici, vous avez le mécanicien pilote. Ici sur la gauche, vous avez le commandeur du char. Et ici, sur la droite, vous avez le tireur, celui qui va opérer le canon. Canon, il y en a 3. Et ici, une 12-7 qui a été démontée parce qu'on est sur une position ici. On est, vous entendez les obus, on est à 8 km du front. Donc là, ils sont en réserve si c'était nécessaire, si les Russes engageaient des forces. S'il y en avait besoin, ils pourraient les engager très très vite. Sur le côté ici, vous avez cette optique qui est là. Ça, c'est une optique qui permet d'avoir une vision jour-nuit. Et donc, c'est associé au canon pour avoir une vision qui va être très efficace. Donc, comme vous le voyez, même si on est sur un char qui date pour sa création des années 60, on est sur une armature, du métal, etc., une conception ancienne, il a été tout à fait modernisé. On peut le comparer par exemple avec le B-52 américain, qui va voler encore jusqu'en 2052. C'est un bombardier, mais vous voyez le concept. Alors sur les petites spécificités, si vous roulez la nuit, contrairement aux autres chars soviétiques, vous avez ici un projecteur infrarouge. C'est-à-dire que le pilote, lui, il va pouvoir directement avancer sans avoir de visibilité sur l'extérieur et sans attirer l'attention des observateurs, les autres qui seront là. Ou alors, il faut vraiment qu'ils aient des caméras infrarouges eux-mêmes pour pouvoir détecter qu'il y a un char en train de bouger. Ça, c'est un gros avantage par rapport aux versions précédentes. Je vous ai parlé des plaques de contact ERA. Vous avez vu également qu'il y a une protection qui est super intéressante, une double protection. D'abord, il y a les grilles. Bon, vous entendez l'artillerie qui est au loin. Eux, ils sont habitués. Donc vous avez ces grillages. Ces grilles, elles vont permettre de faire se décomposer les missiles qui sont en train d'arriver, les missiles anti-chars, et notamment pour désactiver la pointe en tungstène creuse, qui fait que finalement elles vont être inactives quand elles vont taper sur réellement le fuselage. Mais le retour des FPV, le retour d'expérience fait qu'aujourd'hui ils savent également qu'il y a cette difficulté de devoir se protéger aussi du haut. Et donc ils ont rajouté cette protection qui permet d'éviter d'avoir les grenades qui vont être lâchées par le haut et qui va éviter aussi d'avoir les FPV qui vont pouvoir directement engager les troupes qui sont là, à moins d'arriver de face, ce qui est un petit peu plus dur que d'arriver de derrière. Parce que je le rappelle, on le voit très très bien, l'endroit où les chars sont fragiles, c'est sur la nuque, ici à l'arrière. Quand vous tapez sur la nuque, là vous pouvez le détruire quasiment en un seul coup, tandis que là, sur les autres endroits où un FPV pourrait taper, là vous n'allez pas détruire le char. Accessoirement, ces chars ils sont maintenant équipés avec un système de brouillage qui est démonté ici, un brouillage anti-drone. C'est-à-dire que les drones FPV, quand ils s'approchent du char, ils vont arrêter de fonctionner dans, alors la théorie c'est 50-100 mètres, mais en réalité c'est plutôt dans 10, 15, 20 mètres avant l'impact. Le drone ne va plus être capable de continuer jusqu'au but. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Ukrainiens comme les Russes essaient de développer des drones qui vont aller jusqu'à l'impact tout seul. C'est-à-dire qu'on va désigner une cible quand on a encore une centaine de mètres.
On va lancer le drone tout seul dessus, faire de la désignation comme quand vous utilisez votre smartphone, ça va reconnaître les visages. Et bien là, dans l'écran, dans l'utilisateur du FPV, il va être capable d'identifier par exemple un char sur le terrain, c'est plutôt du contraste qui est vu. Le drone va jusqu'à l'impact et du coup même s'il y a un brouillage, aujourd'hui les brouillages vont être capables d'aller jusqu'au bout. Sauf que dans ce cadre-là, eh bien, vous ne visez pas aussi bien la nuque du char, ça va simplement aller taper au hasard sur le char. Et donc même si ça va jusqu'à l'impact, c'est efficace, ce type de drone FPV amélioré avec de l'intelligence, c'est efficace contre des véhicules, des voitures ou des choses qui ne soient pas blindées, mais contre des chars, a priori, ça a quand même quasiment jamais d'effet. C'est super étroit. Ah, il y a de light. Ouais, c'est pas mal, merci. Regardez ça. Il y a des palonniers, ça se pilote comme un... Oui, je suis en short. Alors j'ai tous les paramètres. Il y a Jésus qui nous protège. On a tous les paramètres. Il y a une boîte de vitesse manuelle. Et là, ici dedans, c'est le périscope pour voir au travers. Il y a 7 vitesses. Donc, si je veux aller à gauche, j'active plus les chenilles de droite. Si je veux aller à droite, j'active plus les chenilles de gauche. C'est un truc de fou. Le char va quand même jusqu'à 100 km/h, ça me paraît un peu beaucoup. Et ici, le fameux ventilo qu'on retrouve aussi dans les hélicoptères pour pouvoir rafraîchir le pauvre pilote quand il a chaud. Bon les amis, je suis désormais chef du char. La première réflexion, c'est la première fois que je rentre dans un char soviétique, on va dire. C'est petit, c'est beaucoup plus étroit qu'un AMX-10 ou un char Leclerc par exemple. L'avantage, tac, c'est que je vois mon copain. Hello, we can see each other. Alors, entre nous, ici, on voit le système de chargement automatique, qui était donc, les soviétiques étaient les premiers à faire ça, ça permettait de faire des chars qui étaient plus petits pour eux à l'époque. Donc je suppose qu'ici, l'obus, il y a une sorte de mécanisme là qui va le faire monter, on voit une sorte d'ascenseur, ça va s'engager ici, ça se pousse dedans, et tout autour de nous, on voit directement les rayons, il ne faut pas mettre les doigts dedans. En termes de finition, c'est vraiment très différent de ce qu'on a sur les chars occidentaux quand même. Devant moi, il y a les systèmes d'observation. On en voit ici. Hop. Alors ça c'est le système de secours avec un périscope. Ça c'est le système certainement infrarouge avec un azimut. Donc lui c'est le responsable du canon. Voilà. Donc lui il est capable de faire le targeting. Donc ici il a le système qui va d'orienter la tourelle. Tourelle droite-gauche, et c'est avec ça qu'il va pouvoir tirer. On a un système, on a la tourelle qui peut être opérée à la fois par le chef et à la fois par le tireur. Alors, moi ici, en tant que chef de char, j'ai aussi accès au système pour cibler avec la 12-7 qui est au-dessus, parce que le T-64 BV, contrairement même au T-72, qui est ultérieur, eh bien, l'opérateur de la mitrailleuse n'a pas besoin de sortir sa tête. Et donc, mon viseur, il est ici. Voilà. Donc là, comme ça me permet de tirer à l'extérieur, de choisir mes cibles, sans avoir besoin de me mettre en danger, sachant qu'à côté de moi, le tireur, lui aussi, il va pouvoir gérer la mitrailleuse qui est dans l'axe, sauf que la mitrailleuse qui est dans l'axe, elle est solidaire du canon, et elle n'a pas de débattement vertical, c'est-à-dire qu'on est vraiment en train de s'orienter, ça permet d'attaquer un groupe de personnes, par exemple une 12-7, c'est même anti-véhicule, mais ça permet de ne pas utiliser les canons et le 125 mm. Je ne sais pas si vous entendez les explosions au loin, ça me fait vraiment bizarre de me retrouver ici. C'est ici qu'on trouve donc les réserves au cas où, là, on y va tout de suite, on est prêt. Alors ici, juste sur ma droite, vous avez un écran qui permet au commandeur de char de connaître la situation tactique autour de lui. C'est-à-dire qu'ils ont intégré un système de suivi dans lequel on peut avoir les cibles à traiter, où se trouvent les ennemis, puis où se trouvent nos amis également. Un petit peu comme cette application Cropiva, qui est utilisé pour l'artillerie pour pouvoir désigner des cibles, je vous ai déjà expliqué. C'est une sorte de Uber de l'artillerie, Cropiva, dans lequel, quand on a identifié une cible, ça va se déterminer quelle est la pièce d'artillerie la mieux placée pour essayer de la détruire. Ben, ils ont un système équivalent à l'intérieur qui a été développé déjà avant cette guerre, évidemment. Want me to put the helmet? Ah, les amis, bien sûr, of course, I need the helmet.
Mais ok. Ah! I'm good. Ça va bien? Les amis, j'espère franchement que là, vous verrez pas souvent ça quand même. Mais par contre, ça isole énormément le bruit. J'entends plus rien du tout autour de moi. Donc avec ce casque intégré à l'intérieur, j'ai un micro, on s'entend très très bien. Il y a vraiment une bonne isolation par rapport au bruit ambiant. Moi, il est un petit peu petit pour moi. Je fais du 61 cm, normalement, c'était pas pour moi. Et en plus, à côté de ça, le commandant ici peut parler à l'extérieur aux autres chars avec une sorte de radio qui est ici sur ma droite. Je vais essayer de sortir, vous allez voir. Je suis pas ce qui se fait de plus gros. Hop. Mais là, en termes de... Ok. Regardez, dans le casque, directement les radios qui sont intégrées. Franchement, c'est pas du matos des années 60. Hein. Jack. Alors, on est ici avec le commandeur de ce char, c'est-à-dire que c'est un des 3 postes qui sont à l'intérieur. Vous entendez au loin, ça pète. So, comment dire, how long is the training to be able to become the leader of this kind of tank? Over a year. Over a year, but you were a military before, or you learned now? So he's 10 years in the service. He's tank commander since 2023. Okay, and did he see an evolution since what he saw 10 years ago and now? So he saw that they have now this anti-drone cage, and also there is a generator installed, a separate generator installed in the tank where you can operate the turret without turning on the tank. Oh, and this is a good advantage? Because you can stay in a position longer and doesn't use fuel? Yeah, that you can go to the position, turn off the engine, stay at the position and operate the turret and fire without turning on the tank. So you don't make heat and you are not detected? You don't make noise, you don't, yeah. Okay, and you can stay longer on the Yeah. battlefield. So here we are a few kilometers away from the front line. And in which position, in which situation do they provide the tanks for the battles? The tank is called A Sturm. Okay. for the fire when there is an assault from the enemy side to support the infantry. Okay. And did you have the opportunity to shoot at Russians or were just in defensive position? They were firing from the hidden positions for 11 kilometers. Okay, that's a long range. And did you have a drone to look at your targets? So he validated the accuracy of his shootings. The drone operator do the correction of the fire. Ils disent que leur char est quand même super bon en comparaison avec d'autres véhicules qui ont des problèmes de disponibilité, notamment des chars étrangers. Et donc il dit donnez-nous plus de chars étrangers pour qu'on puisse en avoir plus sur le front. Parce que oui, c'est suffisant pour tenir la ligne, c'est suffisant pour faire mal aux Russes, mais par contre si on veut récupérer notre pays, il faut qu'on ait plus notamment de véhicules, de blindés lourds pour aller à l'offensive. Eux, ils sont motivés, ils ont des gens qui sont déjà formés, c'est-à-dire qu'ils ont des équipages de chars prêts à bosser. Après, il faut juste les adapter si c'est sur Léopard ou Abrams, mais ils les ont pas, et ça, ils en manquent, et ils le disent, les Américains, ils ont donné qu'une trentaine de chars, alors qu'ils en ont des milliers, vous connaissez cette fameuse malheureuse histoire, il y a encore de la réserve qui n'a pas été exploitée. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, on va continuer à faire le tour, et on va s'éloigner un petit peu des obus, parce que là, je les entends se rapprocher. Allez, ciao.